Alors oui, je vous ai préparé quelques petits ratios dont je ne me souviens pas forcément par cœur au départ. Donc déjà, comme on a obtenu des ratios sur... on a vu qu'on a pu interroger 57 communes à peu près, ça représente 12% de la population. À partir de ces ratios, on a pu déterminer que la consommation d'eau par habitant en France et par an, c'est à peu près 1,3 mètre cube. Donc savoir si c'est vraiment important ou non, voilà, pas forcément. Un autre élément intéressant, c'est que un tiers de la consommation en eau ne concerne pas l'arrosage. C'est du non-arrosage. Ça va être surtout re-remplir des bassins, l'évaporation des fontaines. Et puis ça va être également de l'aspersion des terrains synthétiques de sport, parce que les terrains de sport synthétiques s'arrosent également, il faut le savoir, et puis des usages en bâtiment. C'est à peu près 20% des surfaces. Alors quand on arrose, c'est 20% des surfaces qui sont concernées, donc ce n'est pas tous les espaces. Et puis c'est en moyenne 250 litres par mètre carré et par an. Voilà. Et puis une dernière chose qui était un petit peu plus marquante, c'est au niveau de la gestion des consommations qui sont peu relevées. Il n'y a que 60% des interrogés qui disaient avoir les compteurs, qui ont un monitoring des quantités utilisées. Donc là-dessus, il y a des progrès qui sont possibles. Et ce qui va avec aussi une charge financière qui n'est pas directement renvoyée au service espace vert. Donc c'est mutualisé en d'autres services, donc il n'y a pas non plus là-dessus un suivi forcément financier. Et je vous parlais de comparaison avec une étude 10 ans plus tôt. Donc globalement, on a noté une baisse des consommations en eau. Alors l'eau principalement consommée, c'est de l'eau potable. Hein. J'y reviens juste après. Zut, j'ai perdu le fil de ce que je disais. La comparaison avec... oui, voilà, merci. La comparaison. Donc il y a une baisse sur 10 ans d'à peu près 15%, avec une baisse plus poussée sur les pays, sur les régions du sud de la France. Et puis je vous disais, l'eau potable est la principale utilisée. Un des résultats marquants en comparaison sur 10 ans avant, c'est qu'on était quasiment à l'eau potable 100% il y a 10 ans. Et là, on commence à voir nettement un mouvement vers une diversification des eaux utilisées. Avec des alternatives autour de l'eau potable, des idées qui germent sur la réutilisation des eaux usées traitées. Ce n'est pas encore des quantités significatives, enfin très importantes, mais il y a une nette évolution là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Philippe Goller, service voirie de Grand Poitiers. Donc c'était pour féliciter Strasbourg, parce qu'on a vu tout à l'heure tout le travail de transversalité que vous avez réussi à mettre en place au sein de votre collectivité, et on sait que c'est un des enjeux les plus complexes pour arriver à cette qualité de ce que vous nous avez proposé. Et puis on a vu, bravo aussi, parce qu'on voit que vous n'oubliez pas les personnes en situation de handicap, ce qui n'est pas facile par rapport à la thématique. Et donc moi j'avais deux questions, c'était par rapport à ces espaces publics que vous partagez avec les habitants. Est-ce que vous conventionnez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la règle du jeu qui existe par rapport au domaine public que vous leur prêtez? Et puis la deuxième règle, c'était par rapport à tous ces beaux espaces, comment vous positionnez vis-à-vis des chiens et de leur défection, quoi. Merci pour vos encouragements. Alors c'est vrai que c'est pas la question des chiens, j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais c'est un point qui est pas négligeable. Puisque la plupart du temps, quand justement on va par exemple refaire une bande enherbée pour d'un arbre à l'autre, non pas avoir juste le pied de l'arbre enherbé, mais avoir une vraie continuité dans l'allée arborée, c'est des zones où va y avoir beaucoup de déjections canines. Alors on mène, ça fait des années qu'on sensibilise les habitants. Alors il y a quand même une évolution des pratiques, mais il reste quand même beaucoup de déjections canines. Et malheureusement, on n'a pas trouvé le produit miracle. Enfin, il y a des collectivités qui vont mettre des amendes, mais ça ne changera rien. Enfin, ça ne suffira pas à faire évoluer les pratiques. Je pense qu'on y arrive. Ça prend du temps, mais faut miser sur. Faut compter plutôt des décennies pour un changement plutôt que quelques années. Voilà. Et puis la question oui, on conventionne en fait à partir du moment où on est sur l'espace public, c'est du domaine public, et donc il ne doit pas être privatisé. Et que ce soit pour les pieds d'arbres ou les jardins partagés, il y a des conventions qui sont... alors, on a commencé en
en imposant en fait la forme associative pour pouvoir conventionner. Mais du coup, on avait quand même des habitants qui voulaient jardiner à un pied d'arbre, mais qui n'étaient pas forcément dans une association d'habitants. Donc on a simplifié la démarche, et à partir du printemps prochain, on souhaite aller un petit peu plus loin. Et il y a déjà de nombreuses villes qui le font, hein, mais c'est en fait permettre aux habitants de localiser sur une carte la zone qu'ils veulent végétaliser. Et dès lors que c'est un pied d'arbre, l'autorisation, elle se fera très rapidement avec une convention, on va dire, avec moins de clauses qu'une convention pour la gestion d'un jardin partagé, par exemple. Voilà, on va simplifier les démarches pour les pieds d'arbres. Par contre, dès qu'on est sur un trottoir, on a besoin des conventions aussi pour pérenniser l'action, parce qu'il ne s'agit pas d'investir dans des travaux, déminéraliser une surface, la laisser à jardiner à des habitants, et puis 6 mois plus tard, tout l'engouement s'est envolé. Pourtant, il y avait 10 personnes qui étaient là au début, et il en reste une, parce qu'il y a ceux qui sont malades, puis il y en a qui se sont fâchés, il y en a qui sont partis. Enfin voilà, on le sait. Alors, il y avait des services qui voulaient qu'on facture la remise en état de ces zones aux personnes qui jardinent. Donc là, le souhait politique, c'est de réduire... on ne veut pas de contraintes, on veut vraiment inciter les gens à jardiner, mais par contre, on ne retiendra que les projets où on sent une forte mobilisation. Et puis, plus il y aura de personnes investies sur un projet pour jardiner un trottoir, plus il y aura de chances pour qu'on investisse sur le secteur. Mais toujours avec une convention qui intègre bien entendu le jardinage naturel et enfin voilà, les règles environnementales qu'on souhaite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, à droite. Est-ce qu'il y a un micro qui peut... Oui, bonjour, Pascal Plaza, collectif Nouvelle Écologie. Vous nous avez beaucoup parlé de la partie supérieure, je dirais du visible, du végétal. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui n'est pas visible, à savoir la qualité du sol, le sol, et est-ce qu'on a suffisamment de recul dans le temps pour, au niveau qualitatif, pouvoir juger de la pérennité d'un projet, sans avoir tout à remettre en cause. Je parle en qualité nutritive du sol, au niveau de la faune, des éventuels mycorhizes et autres, j'en passe. Voilà, merci. Vous parlez tous sujets confondus ou par rapport à une gestion des eaux pluviales ou autre Alors, en qualité de sol, beaucoup plus au niveau imperméabilité, des sols qui finissent dans le temps à être non plus imperméables, enfin, ils finissent par être imperméables, on le sait dans le temps. Est-ce que ça implique des travaux sur du plus long terme? Est-ce que ça peut remettre en cause un projet sur 10 ans ou, voilà. Donc, on est au niveau qualité du sol, intrinsèquement. Je vais peut-être pas répondre directement comme vous le pensez, mais deux choses là. La première, c'est que pour moi, l'enjeu de la qualité du sol, il se joue vraiment au moment de l'aménagement. Et c'est vraiment là-dessus qu'il reste des progrès à faire. La grosse importance au niveau de la préservation et des fonctions des sols, ça va être d'abord les propriétés physiques. Et en ville, il va y avoir différents événements qui vont qui vont aboutir souvent à un compactage du sol, dans son transport, dans sa mise en œuvre. Le fait de le mettre en œuvre en conditions humides, ça peut être irréversible sur l'effet. Donc, en réponse, c'est un petit peu à côté de ce que vous dites, mais plutôt que de parler de continuité de service dans le temps, c'est déjà d'avoir un bon service dès le début. Après, normalement, si ça se maintient relativement bien dans le temps, il y a des effets vibratoires près des voiries qui peuvent avoir une légère tendance à la compaction dans le temps. Mais globalement, et a fortiori avec une gestion plus écologique, un couvert végétal, tout ce qui est classique en agronomie associé aux espaces verts, vous allez avoir quelque chose qui va se maintenir dans le temps. Après, la deuxième réponse que je voulais vous apporter, c'est par rapport à l'étude qu'on a fait sur végétal et gestion des eaux pluviales. C'était justement un signal faible dans ce qu'on a pu collecter au niveau bibliographie, parce qu'on a fait surtout de la bibliographie, on n'a pas fait de l'enquête du retour d'expérience. Et
J'ai pas pu poser la question ce matin justement à la communauté d'agglomération au niveau d'Oisy. On n'a pas de retour d'expérience sur la gestion du végétal, sur le colmatage éventuel de ces configurations-là. Pour avoir complété après au coup par coup avec des rencontres, ça reste toujours un signal faible. Donc mon hypothèse, c'est qu'a priori, il n'y a toujours pas de problème, mais ce n'est pas confirmé à ce jour. Une autre question au milieu de la salle. Oui, merci Régine Bruni, toujours FNE. Je voulais savoir si dans vos expériences, vous avez eu l'occasion d'utiliser, alors j'ai vu ça récemment, un produit qui s'utilise dans la terre des végétaux et qui retient l'eau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors hélas, je n'ai pas le nom de la molécule, mais c'est une molécule qui capte l'eau et qui la restitue donc pendant les semaines à venir, et disons qu'il y a un gain très important. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un retour là-dessus et s'il y a un impact aussi sur l'environnement, c'est-à-dire pas seulement un effet bénéfique sur la quantité d'eau, mais s'il y a un impact, ce que je ne crois pas, mais enfin quand même. Voilà, merci. Alors, gardez le micro juste un instant. Est-ce que c'est synthétique ou est-ce que c'est d'origine naturelle? Je ne crois pas. J'ai l'impression que c'est synthétique, il me semble. Hein, donc je crois. Je ne suis pas sûre. J'ai vu ça très récemment. Donc reportage. Alors, si je ne me trompe pas, c'est des produits qui existent depuis assez longtemps, qui ont été utilisés en horticulture, qui sont d'origine synthétique. Certains sont utilisés dans les couches pour enfants, hein, tout simplement. Donc c'est un très gros pouvoir rétenteur d'eau en termes de volume. Après, moi c'est quelque chose que je ne conseille pas en utilisation. Alors au niveau impact sur l'environnement après dégradation ou autre, je n'ai pas d'informations là-dessus. Il peut y avoir une suspicion, mais ce n'est pas là-dessus que je vais vous répondre. C'est que cette eau qui est conservée en gros volume, elle va partir très très vite. C'est-à-dire que c'est de l'eau très disponible. Et un sol, si vous voulez, quand il s'assèche petit à petit, pardon, vous avez un assèchement régulier. Là, vous allez avoir une grande quantité d'eau et ça va s'assécher d'un seul coup. Et après, vous allez avoir la rétention d'eau résiduelle du sol. Donc, par rapport à des pratiques de gestion extensive, c'est pas intéressant. Et puis, je fais un petit focus aussi parce que c'est un petit peu à la mode où ça l'a été en toiture végétalisée. C'est aussi des molécules qui sont sensibles aux UV et qui vont se dégrader très vite. Donc, ce n'est pas un service que vous allez avoir sur le temps. Ça va durer quelques mois. C'est intéressant en horticulture, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout en espace vert.